On continue dans le système solaire. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord rapidement des astéroïdes. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est aujourd'hui un objet d'étude très important dans le système solaire pour deux raisons principales. La première, c'est que euh, d'abord, c'est des corps qui ont été formés quasiment au début du système solaire et qui, pour la plupart, n'ont eu aucune interaction avec d'autres corps depuis leur formation. Donc, ils gardent, en fait, ce sont des mémoires du début du système solaire, de l'origine du système solaire. Donc, c'est pour cela c'est pour l'une de ces raisons, la première raison, en fait, pour laquelle on les étudie. Par exemple, quand on veut savoir d'où vient l'eau sur Terre, eh bien, l'une des choses qu'on fait, c'est qu'on essaie de caractériser l'eau qui se trouve dans les astéroïdes en se disant que peut-être ce sont les astéroïdes qui ont apporté de l'eau sur la Terre, euh, puisque la plupart de l'eau en surface de la Terre, elle s'est évaporée au début de la formation de la Terre lorsqu'elle était très chaude. Ça, c'est donc l'une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a une raison un peu plus, on va dire, pragmatique. Les astéroïdes sont des réservoirs de matière qui se trouvent dans le système solaire et qui se trouvent partout, et il y en a plein partout. Et donc, en fait, ils sont composés de beaucoup d'eau. Donc, on peut imaginer que dans des missions interplanétaires, quand on a besoin de récupérer de l'eau, on peut en récupérer sur les astéroïdes. Il y a aussi beaucoup d'autres matériaux qui sont utiles, beaucoup de fer, par exemple, qui peuvent être utilisés dans les voyages, dans ce type de voyage-là. Et enfin, il y a de l'hydrogène qui se trouve dans l'eau, hein, qui peut être extrait et qui peut servir comme carburant pour pour des missions interplanétaires. Donc voilà, donc il y a ces deux euh, buts-là, on va dire. Un but vraiment, on va dire, scientifique de comprendre l'origine du système solaire grâce à des corps qui n'ont jamais été modifiés depuis le début. Et deux, un but plus technologique qui est d'avancer grâce à ces corps-là dans la conquête, on va dire, interplanétaire, les voyages dans le système solaire. Et puis peut-être un jour plus loin, mais pour l'instant, c'est un système solaire. Voilà. Donc, les astéroïdes, il y en a de différentes sortes. Je parle ici tout d'abord des astéroïdes géocroiseurs. Alors, géocroiseurs, comme son nom l'indique, veut dire que ce sont des astéroïdes qui peuvent croiser l'orbite de la Terre. Donc, c'est l'orbite de ces astéroïdes-là peut croiser l'orbite de la Terre. Là, je vous en montre un qui est 2014 JO25. C'est un astéroïde qui est formé en fait de deux astéroïdes qui sont rentrés en collision, donc qui sont collés comme ça l'un à l'autre à des vitesses en fait plutôt faibles, hein, parce que vous voyez que si vous avez une collision qui a une vitesse forte, eh bien ça, les deux vont ne former plus qu'un à la fin. C'est une fusion en fait, c'est une forme toute ronde. Là, on a deux astéroïdes qui sont ronds tous les deux, qui vont se coller un peu, si vous voulez, comme si vous colliez deux boules de neige. Quand vous êtes à la montagne, vous collez deux boules de neige comme ça, et vous allez avoir la forme de boules de neige collées. Là, c'est pareil. On a deux morceaux qui se sont collés à des vitesses plutôt faibles. Vous allez voir que les astéroïdes, c'est des corps formés de beaucoup de poussière, de l'eau, il y a de l'eau aussi à l'intérieur. Et donc, c'est des corps on a déjà étudiés puisqu'on s'est déjà posé dessus. Donc, par exemple, là, je vous en montre un qui s'appelle Itokawa. Itokawa, donc vous voyez qu'il a, comme tous les corps assez petits, il n'a pas une forme ronde, il a une forme un peu de patatoïde, c'est comme ça qu'on dit, une forme de patatoïde. Vous voyez qu'il y a des parties un peu plus régulières et puis d'autres parties qui sont assez rocheuses. Donc ça, c'est une image acquise par une sonde qui s'appelle Hayabusa. Hayabusa 1, parce qu'après, on va voir qu'il y a Hayabusa 2. Donc ça, c'est la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui a acquis cette image. Et donc, on aperçoit ici un astéroïde qui est plutôt riche en silicate, basé sur du silicium. Donc.
et qui est à l'origine des météorites qu'on appelle chondrites. Les météorites chondrites, en fait, ce sont les météorites les plus courantes qu'on reçoit sur Terre, qui sont formées en grande majorité de carbone. Voilà, donc en fait, quand ces astéroïdes se cassent en plein de petits morceaux, eh bien, ça peut faire des météorites qui tombent sur Terre. On peut aussi voir ça à l'inverse, c'est-à-dire que les météorites qui tombent sur Terre, c'est la même composition que ce type d'astéroïde-là. Il y a de l'eau à l'intérieur, probablement de l'ordre de 10%. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce type d'astéroïde s'est formé à partir de matière à une température qui est inférieure à 300 degrés. C'est-à-dire que ça s'est formé pas tout près du Soleil. Et de cet astéroïde-là, il y a des grains qui ont été ramenés sur Terre par la sonde Hayabusa, sonde de la JAXA, donc lancement en 2005, donc a récupéré ça en 2005, pardon, et qui sont arrivés sur Terre donc en 2010, et ces grains donc, ont été analysés sur Terre. Pourquoi on ramène des échantillons d'astéroïdes sur Terre? Eh bien pour la simple raison qu'un vaisseau spatial, une sonde qui va étudier un astéroïde, n'est pas un véritable laboratoire, dans le sens où elle ne peut pas emmener avec elle tout ce qu'il faut pour étudier des grains cométaires ou d'astéroïdes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des grains, on les ramène sur Terre et ils sont étudiés sur Terre avec des moyens beaucoup plus importants qui permettent donc de vraiment étudier en profondeur la chimie, la formation, les caractéristiques de tous ces grains. Ah ouais, donc ça, c'est Itokawa. Vous voyez, donc, il a cette forme de patatoïde parce qu'il n'a pas une grande masse. Tout ce qui a une masse plus grande va avoir une forme plus ronde. Mais quand on a une petite masse comme ça, eh bien, finalement, la gravité n'est pas suffisante pour former quelque chose de rond. Donc, ça prend cette forme-là. Je rappelle que vous pouvez poser des questions, hein, soit à l'oral, soit dans la fenêtre de conversation. N'hésitez vraiment pas, en fait, faites comme si on était en cours. Moi, évidemment, moi, je ne vous vois pas, mais si vous avez une question, n'hésitez pas. Là, je vous en montre un autre, c'est Ryugu, qui a été visité par la sonde Hayabusa 2, donc la petite sœur de Hayabusa 1, qui a vu Itokawa. Donc ça, c'est de nouveau un astéroïde géocroiseur du groupe C, c'est-à-dire qu'il est riche en carbone. Donc là, vous voyez sur l'image la sonde, enfin pardon, vous voyez d'abord l'astéroïde Ryugu, et vous voyez l'ombre de la sonde Hayabusa 2. Donc Hayabusa 2 a mis 3 années et demie pour aller se rapprocher de Ryugu, qui se trouvait donc à 3,2 milliards de kilomètres. La sonde a été lancée le 3 décembre 2004. Elle a atterri sur Ryugu le 3 octobre 2018 et elle a récupéré un petit peu de matière, vous voyez, pas beaucoup, hein, 100 mg de matière, et elle est revenue, pardon, elle n'est pas encore revenue, mais elle va revenir normalement sur Terre le 6 décembre 2020. Donc, le retour d'échantillons de Hayabusa 2, de l'astéroïde Ryugu, est prévu pour le 6 décembre 2020, donc un petit peu moins d'un mois. Et donc, encore une fois, là, l'idée, c'est qu'on récupère des échantillons de matière, on les met dans un environnement, dans un réservoir stérilisé pour ne pas les contaminer avec de la matière terrestre, hein, ou même des bactéries ou même des virus, par exemple. Et on ramène tout ça sur Terre et on analyse ces échantillons, ce qui permet de mieux comprendre comment ces astéroïdes ont été formés, de quoi ils sont composés. Donc, ça fait partie de cette... aujourd'hui, ça s'ajoute à la matière qu'on a récupérée de différents endroits du système solaire. Pour l'instant, on a récupéré de la matière de la Lune, quasiment 400 kg de roches lunaires, et de la matière de certains astéroïdes et aussi de certaines comètes, des grains de comètes. Alors, comment on récupère de la matière?
Eh bien, en fait, on se pose et on se détache rapidement. C'est ce qu'on appelle en anglais le touch and go. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un astéroïde n'est pas très massif. Un astéroïde, ça fait quelques centaines de mètres de diamètre, donc c'est un petit corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette platétoïde, on l'a vu. Donc, quand vous vous posez dessus, en fait, vous n'êtes pas lié, enfin, évidemment, il y a un peu de gravité, mais pas beaucoup, ce qui fait que vous poussez comme ça et vous partez dans l'espace. Vous vous séparez de l'astéroïde. Donc, comme le vaisseau, là, on sait qu'il ne va pas rester, à partir du moment où il va se poser sur la surface, il va rebondir. Donc, en fait, ce qu'on fait, ce que fait l'agence japonaise pour récupérer des matériaux, c'est que quand elle s'approche, elle lance un petit projectile sur l'astéroïde. Ça va, le choc, l'impact va libérer plein de poussière. Cette poussière va s'élever de l'astéroïde. Rappelez-vous qu'il y a moins de gravité. Et là, on va récupérer, comme avec un petit aspirateur, on récupère la poussière. L'astéroïde ensuite touche l'astéroïde et puis s'éloigne de nouveau. Après, le vaisseau touche l'astéroïde et s'éloigne de nouveau. Et ensuite, il se remet en orbite et ensuite, il va partir vers la Terre. Voilà, donc c'est une manœuvre qui est quand même un petit peu compliqué parce qu'il faut bien synchroniser tous ces événements. Mais par contre, le décollage, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, depuis l'astéroïde, enfin, le fait de s'échapper de l'attraction de l'astéroïde est assez facile vu que la gravité est vraiment très faible. Donc, c'est beaucoup plus faible que sur la Lune. Sur la Lune, vous vous rappelez ces images d'astronautes qui sautillent sur leurs pieds. Eh bien là, en fait, on n'a pas ça du tout. Puisque si vous étiez sur un astéroïde, je vous dis encore une fois, vous sautez une fois et là, vous partez dans l'espace. Vous êtes complètement perdu et pas du tout récupéré par l'attraction gravitationnelle. Euh, voilà, et un troisième astéroïde, enfin un quatrième même. Je vais vous montrer le premier astéroïde géocroiseur, Itokawa Ryugu maintenant. Voilà, je vous présente Bennu. Alors Bennu, c'est pareil, c'est de nouveau un astéroïde géocroiseur du groupe C, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de carbone à l'intérieur de Bennu. Donc là, c'est une sonde cette fois-ci américaine de la NASA, Osiris-Rex, qui a coûté 800 millions de dollars, qui a été lancé le 8 septembre 2016, qui a voyagé 4 ans, donc 321 millions de kilomètres de distance parcourue pour arriver sur l'astéroïde Bennu. Vous voyez Bennu est un peu plus gros, hein, plusieurs centaines de mètres. Bennu est du coup cette forme un peu, pas ronde, mais qui se rapproche un peu plus, qui s'éloigne un peu plus d'une forme platétoïde. Donc Osiris-Rex s'est posé il y a 2 semaines, le 20 octobre 2020. S'est posé sur Bennu, de nouveau en gros un touch and go, hein, sauf que le touch and go a duré 6 secondes. Vous voyez, c'est quand même court comme manip, puisque après 4 ans de voyage, 321 millions de kilomètres, la sonde se pose sur l'astéroïde pendant 6 secondes. Elle a plongé un bras qui faisait à peu près 50 cm dans le sol. Là, elle a collecté, alors il fallait qu'elle collecte au minimum 60 grammes, au maximum 2 kg de poussière. Elle les a mis dans un réservoir. L'idée ensuite, une fois que la sonde se détache de la gravitation de l'astéroïde, l'idée c'était que la sonde se mette en rotation pour mesurer le poids de matière qu'elle avait récupérée, la masse de matière qu'elle avait récupérée. Et il s'avère qu'en fait, elle en avait récupéré plus que le maximum, ce qui fait que le réservoir n'arrivait pas à se fermer. Et donc, il y avait de la matière qui s'en échappait. Donc, du coup, ils n'ont pas fait la manip de peser la matière qu'ils avaient récupérée. Et ils ont décidé tout simplement d'essayer de fermer dès qu'ils pouvaient le réservoir, ce qu'ils ont fait à un moment donné. Et aujourd'hui, donc, la sonde, elle est donc en orbite autour de Bennu, et puis ensuite, elle va aller sur son voyage de retour vers la Terre. Donc, sachant on pense qu'elle a récupéré plus de 1 kg, peut-être même 2 kg de poussière. Voilà, après, on peut s'amuser à calculer le prix du gramme de poussière, 2 kg, 800 millions d'euros. Ça fait cher le gramme.
Mais en fait, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que on part récupérer de la poussière d'un astéroïde qui se trouve à 4 ans de voyage. Donc, ça fait un voyage, oui, ça fait à peu près 7 ans de voyage en tout, hein. Et donc, c'est un long voyage quand même. On essaie de récupérer cette poussière dans les meilleures conditions pour qu'elle ne soit pas contaminée par de la matière terrestre. Et donc, quand elle arrive sur Terre, on va évidemment aussi faire très attention à ne pas la contaminer, à l'étudier le mieux possible avec les laboratoires qui sont les plus à même d'étudier ce genre de poussière-là. Et voilà, on espère en apprendre plus sur ces astéroïdes. Donc voilà, c'est une vue d'artiste de Osiris Rex avec son bras de 48 cm qui se rapproche de la surface de Vénus. Et là, vous avez un petit film en fait formé par les différentes images acquises par la sonde durant ce touch and go. Donc en fait, ce que vous voyez au début, c'est la sonde, c'est le bras pardon, de la sonde qui s'approche de la surface de l'astéroïde. Et puis voilà, là c'est quand il se pose sur l'astéroïde. Et petit à petit, vous voyez plein de poussière. Et ça, c'est toute la poussière de l'astéroïde qui est soulevée. Et c'est ça qui va être cette poussière-là qui, que le bras s'enfonce dans le sol, qui va être récupérée euh, par le petit réservoir qui se trouve sur la sonde. Ensuite, le réservoir est fermé, c'est scellé et jusqu'au retour sur Terre, évidemment, ce n'est plus ouvert. Voilà notre petite promenade par les astéroïdes. Ça va? Toujours pas de questions? S'il n'y a pas de questions, donc je continue. Après les astéroïdes, en fait, donc là, on a remarqué entre Mars et Jupiter, en fait, il y a une ceinture d'astéroïdes. C'est pour cela qu'on s'est arrêté sur les astéroïdes hein, voilà, pour en parler. Je vous montre juste cette image-là. Voilà, c'est ça. Vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, les astéroïdes, ils sont là, et ensuite Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis des comètes et des planètes naines. Voilà, donc là, on a passé la ceinture d'astéroïdes, maintenant on en arrive à la planète Jupiter. Donc Jupiter, comme vous le voyez ici, c'est la planète la plus grosse du système solaire. Hein. Elle est 10 fois plus petite que le Soleil et 10 fois plus grande que la Terre. Donc c'est elle qui contient la majeure partie de la masse, 90% de la masse du système solaire. Et voilà, donc maintenant on va un petit peu la détailler. La planète Jupiter, elle est visible hein, dans le ciel hein, très facilement, puisque c'est une planète qui est brillante. Là, vous la voyez, c'est une conjonction Lune-Vénus. Vénus qu'on peut d'ailleurs voir en ce moment le matin, très facilement, à l'horizon est, au lever du soleil. Donc, on peut la voir très facilement le matin, même à 7 heures du matin. Vous n'avez pas besoin de vous lever très tôt pour la voir, avant qu'il y ait trop de lueur du soleil levant. Voilà. Donc là, vous avez une conjonction Vénus-Jupiter. Vénus, c'est la planète la plus brillante et après, c'est Jupiter. Donc, c'est vraiment très facile à voir dans le ciel. Donc ça, c'est la vision qu'on a, on va dire, à l'œil nu. Et ça, c'est la planète Jupiter vue par la sonde Voyager, c'est une sonde qui s'est promenée dans tout le système solaire et qui a pris des images des planètes. Et donc là, vous voyez la planète Jupiter avec les différentes bandes nuageuses ici. Et en fait, on voit des volutes de, dans ces bandes nuageuses. Et là, vous voyez aussi euh, cet œil de Jupiter, un peu, en fait, qu'on appelle la grande tache rouge, qui est en fait un ouragan qui dure, on pense, depuis plusieurs siècles, probablement plus de 4 siècles. En tout cas, il était déjà visible au XVIIe siècle, avec les premières observations qui avaient assez de résolution pour le voir. Alors Jupiter, c'est une planète qui historiquement est importante, connue depuis l'Antiquité évidemment, puisqu'elle est très très brillante. Galilée a découvert les satellites
autour de Jupiter, ce qui a permis de montrer, comme on avait déjà parlé, qui a permis de montrer que s'il y avait des corps qui tournaient autour de Jupiter, il n'y a rien qui nous empêche à nous de tourner autour du Soleil. Donc, ça a permis de justifier la théorie héliocentrique. Et en fait, c'est une planète qui est principalement gazeuse. C'est une planète, contrairement à la nôtre, où on a surtout de la matière solide et puis un petit peu de liquide à la surface, avec l'eau et puis ensuite de l'atmosphère gazeuse. L'atmosphère gazeuse est très très fine. La couche d'atmosphère de la Terre, c'est maximum de 100 km sur une Terre qui fait 12 800 km de diamètre. Donc là, on est plutôt sur un corps, Jupiter, donc qui fait 10 fois la taille de la Terre, mais sur ces 10 fois, il y a au minimum 9 fois la taille de la Terre qui sont constituées de gaz. Et seulement le centre est constitué d'un noyau solide. Et encore, on n'en est pas complètement sûr. Il y a une observation en ce moment par une sonde qui s'appelle Juno qui observe Jupiter et qui essaie de déterminer justement quel est l'intérieur, quelle est la nature de l'intérieur, du cœur de Jupiter. Donc voilà, donc le cœur est soit quelque chose de rocheux, mais très très sous une pression extrême. Donc certains même, parlent même d'un cœur de diamant, par exemple. Et puis tout le reste, c'est du gaz, mais du gaz aussi à une grande pression. Hein. On parle même de pluie d'hélium liquide, donc voilà, il faut vraiment une grande pression pour arriver à faire ça. Donc c'est vraiment l'archétype des planètes gazeuses géantes. Par contre, pas très chaude, vu qu'on est loin du Soleil, donc la température à la surface, même s'il n'y a pas une surface sous terme solide, la température sur le haut de l'atmosphère, il est de l'ordre de moins 150 degrés, parce qu'il fait froid à cette distance-là du Soleil. On est bien plus loin que la Terre. Donc ça, c'est une image en bande visible, c'est-à-dire si on y allait à côté et qu'on regardait avec nos yeux, on verrait ça. Et là, je vous montre une image en ultraviolet de Jupiter qui est vue par le télescope spatial Hubble. Et eh bien, vous voyez d'abord qu'on voit les mêmes volutes, les mêmes couches de nuages. On retrouve la grande tache rouge, on trouve un petit ouragan aussi ici. Un petit mot peut-être sur ces bandes de nuages, là, j'en ai pas parlé il y a peu d'avant, mais en fait, pourquoi on a toutes ces bandes de nuages? C'est parce que comme la planète est gazeuse, eh bien, elle ne tourne pas à la même vitesse à l'équateur qu'au pôle. Elle tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Et donc, ça fait une rotation qu'on appelle différentielle. Il y a des couches qui vont tourner plus vite. Si on est près de l'équateur, on tourne plus vite. Là, on tourne de moins en moins vite. Donc, c'est pour ça que ça fait ces volutes de nuages. Donc là, c'est pareil. On a à peu près la même vision avec des couches nuageuses qui vont de moins en moins vite au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Des ouragans ici. Et ici, vous voyez un petit satellite devant Jupiter, l'un des gros satellites. Hein, il y en a 4, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc il y a 4 gros satellites. Donc là, c'est l'un des satellites. Donc ça, c'est vu en ultraviolet. Et là, cette image-là, c'est en infrarouge. Donc là, vous avez Jupiter en infrarouge photographié par un télescope qui s'appelle Gemini, qui se trouve à Hawaï. Et donc, autant dans le visible, donc vous allez voir là, en gros là, tout ce qui est nuages, volutes. En ultraviolet, vous voyez des phénomènes un petit peu plus énergétiques. En infrarouge, par contre, on voit des phénomènes un peu moins énergétiques, mais qui sont plus déterminés par la chaleur. En gros, on va voir tout ce qui est des nuages très chauds, des volutes très chauds. Par contre, tout ce qui est froid, on va moins le voir, ce sont toutes ces bandes noires. Et vous voyez ici des petites taches qui sont plus ou moins colorées, mais en fait, ça vous donne une indication de où se trouvent les zones chaudes sur la planète Jupiter. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont très froides. En fait, vous pouvez vous amuser à comparer à ce qu'on voit ici. Mais par exemple, cette zone-là,
qui est la zone un peu en bleu ici, eh bien, en fait, elle apparaît plutôt froide sur cette image en infrarouge. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré cette tache rouge ici, qu'on revoit ici un petit peu en bleu. Là, je ne sais pas où elle est sur cette image-là, on ne la voit pas, elle est peut-être derrière. Alors, elle n'est pas assez chaude pour la voir. Et cette fois-ci, là, je fais un zoom sur cette tache rouge. Cette tache rouge, en fait, dont je vous dis, elle dure depuis plus de 4 siècles. Donc ça, c'est une image prise par Junot. C'est quand même, il faut bien dire que la dimension de cette tache, c'est à peu près la taille de la Terre. C'est énorme. Donc ça veut dire que vous avez un ouragan là, qui fait la taille de la Terre, donc on va dire l'ordre de 10 000 km, hein, qui dure depuis à peu près plusieurs siècles. Donc c'est vraiment un corps qui est très très grand. Là, c'est un détail toujours vu par Juno de cette tache rouge de Jupiter. Vous voyez ici donc des volutes là, qui sont très très beaux. En fait, ça vous montre surtout la, tout ce qui se passe à la surface, hein, le gaz qui est en train de s'enrouler avec cette rotation différentielle dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est ça qui fait ces images qui sont très belles. Voilà, donc, je vous en montre quelques exemples ici. Là, on dirait presque des peintures parfois. Donc là, vous avez encore une fois tous ces couches nuageuses qui sont en train de s'enrouler, de s'enchevêtrer. Et voilà, maintenant je vous montre l'image du pôle sud de Juno. Et là, vous commencez à voir quelques petits ouragans qui tournent en permanence hein, sur Jupiter. Et puis, des fois, ils peuvent s'arrêter. Et puis, il y en a un autre qui va se former. C'est vraiment, on pourrait dire presque un monde d'ouragans, hein, la planète Jupiter. Et en fait, on va voir que toutes les planètes gazeuses sont comme ça. Voilà, et là, je vous montre encore une fois le pôle sud. Vous voyez tous ces... Là, vous voyez un bel ouragan ici là, qui ressemble beaucoup aux ouragans qu'on a sur Terre. Hein. Donc, vous voyez que ça tourne beaucoup. Alors, évidemment, il n'y a personne qui est là-bas sur une surface solide en train de subir ces ouragans-là. Hein. Il n'y a que du gaz partout. C'est ce qui permet d'ailleurs que ces ouragans soient aussi gros et c'est ce qui permet aussi à ces ouragans de durer aussi longtemps. S'il y avait une surface solide, en fait, à un moment donné, il diminuera d'intensité. C'est ce qui se passe sur Terre, en particulier quand l'ouragan passe de la mer à une surface d'océan à une surface continentale, l'ouragan perd de sa puissance. Voilà, c'est exactement pareil, sauf que c'est l'inverse. Comme il n'y a pas de continent, l'ouragan continue en tout cas, sa puissance est entretenue au fil des ans et même au fil des siècles. Voilà, après les ouragans, on se rend compte que Jupiter possède aussi des aurores, comme sur Terre, on a les aurores polaires, boréales et australes. Eh bien, là, c'est une aurore du pôle sud, donc une aurore australe, qui est vue par Juno, une fois. Donc là, ça veut dire qu'on regarde dans des rayonnements énergétiques, généralement en ultraviolet. Hein. Et donc, c'est comme pour la Terre, c'est une interaction entre le vent solaire et le champ magnétique de la planète, donc qui peut être le champ magnétique terrestre ou le champ magnétique, dans ce cas-là, de Jupiter. Ça, c'est l'image que je vous avais montrée pour le Soleil. Donc là, vous avez le Soleil, le vent solaire. Ici, vous avez la magnétosphère de la Terre qui, en fait, permet d'arrêter une grande partie de ce vent solaire, de s'en protéger. Et en fait, vous voyez que cette magnétosphère est créée par ce dipôle terrestre. Et ce dipôle terrestre, eh bien, le seul endroit où il est plus où les particules peuvent rentrer, c'est au niveau des cornets polaires. Et donc, c'est ce qu'elles font. Hein. Les particules arrivent par là, sont poussées sur les côtés et suivent les lignes de champ. Et en fait, quand elles interagissent avec la haute atmosphère de la Terre, eh bien, c'est là qu'elles vont exciter des atomes qui vont se désexciter en émettant un photon. Et donc, on a ces belles
images d'aurore polaire que je vous avais déjà montrées. Et voilà, ça c'est une vue de la station spatiale que je vous avais montrée avec des aurores polaires sur la Terre. Et vu de haut, ben, voilà ce qu'on voit, une aurore polaire au-dessus de l'Antarctique ici. Et ben, vous voyez que ça ressemble exactement à ce que je viens de vous montrer sur Jupiter. Alors, sauf qu'évidemment, la planète est plus grande. Donc, il y a une interaction avec le vent solaire qui est assez extrême, bien qu'elle soit plus loin. Mais le champ magnétique du Soleil, le champ magnétique de Jupiter est très intense, bien qu'on ne sache pas exactement comment il s'est formé. Et donc, ça, voilà, je reviens à cette image-là d'aurore polaire. C'est exactement la même chose qu'on voit sur la Terre. Et ici, vous avez de nouveau des aurores polaires vues en UV. Vous voyez ici, vous voyez même que donc, cette aurore polaire change au cours du temps, comme sur Terre. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction du vent solaire, l'aurore polaire sur Terre va changer en intensité. En fonction de l'énergie, ce ne sont pas les mêmes atomes qui sont excités, etc. Et donc ça, c'est une modélisation du champ magnétique de Jupiter avec un pôle magnétique extra, comme on dit, c'est-à-dire qui s'additionne en fait, qui est en fait la tache rouge. Et donc qui est nommée la grande tache bleue, puisque dans ce cas-là, là, on parle du champ magnétique. Voilà pour Jupiter. Tout va bien? Alors, si tout va bien, je continue. J'en arrive maintenant à la planète Saturne. Saturne est donc une planète qui est aussi visible à l'œil nu, très facilement. Là, vous avez une image de Saturne qui est photographiée à différentes nuits d'intervalle. Donc, vous voyez en fait Saturne qui bouge au cours du temps. Ça, c'est une photo prise vers le centre de notre galaxie, dans la constellation du Sagittaire. Alors là, on voit la nébuleuse de la Lagune, là, celle de la Trifide. Là, vous voyez la Voie lactée. Vous repérez les petites bandes noires ici. Là. Ça, ce sont des poussières qui cachent la lumière des étoiles. En fait, c'est comme du gaz qui est opaque et qui va cacher les étoiles qui se trouvent derrière. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'étoiles, ça veut juste dire qu'il y a plus de poussière. Et donc, si je reviens à Saturne, là, que vous voyez ici, peut-être vous voyez qu'il y a un petit point qui la suit ici, qui est en dessous ici, là, qui est maintenant au-dessus, qui repasse en dessous, qui repasse au-dessus, qui repasse en dessous, qui repasse au-dessus, qui repasse en dessous. Ce petit point, ce n'est pas un artefact. Vous voyez que ce n'est pas une étoile, puisque c'est un petit point qui suit Saturne. Donc, en fait, c'est un satellite. Et ce satellite, si on soustrait la lumière de Saturne, voilà, vous voyez ici son oscillation, il tourne autour de Saturne. Ce satellite, c'est en fait Titan. C'est le plus gros satellite de Saturne et c'est un satellite dont je vais reparler juste après parce qu'il y a une caractéristique qui est très importante dans notre système solaire, c'est que c'est le seul satellite d'une planète qui possède une atmosphère. Donc, c'est intéressant à la fois pour sa formation, son origine, mais aussi pour potentiellement la vie qu'il pourrait abriter. Et ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Saturne, donc. Saturne, voilà une image prise par Voyager en 1989. Donc là, vous voyez, cette image est très belle puisque donc, vous voyez Saturne, vous voyez les anneaux. Vous voyez l'ombre des anneaux sur Saturne. C'est l'ombre des anneaux sur Saturne. Et vous voyez l'ombre de Saturne sur les anneaux. Donc là, vous voyez vraiment en 3 dimensions ce qui se passe. Donc le Soleil, vous voyez, il est dans cette direction-là, vers la droite. Et donc quand on voit ça, d'abord, c'est très beau. Ensuite, il faut se représenter que Saturne, c'est une planète qui est très grande aussi. Hein, c'est quasiment la taille de Jupiter. C'est une planète qui est loin, hein, qui est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, qui est très loin, bien plus loin que Jupiter.
C'est une planète qui, quand on regarde sa masse volumique, est très légère. En fait, elle est plus légère que l'eau. Donc, on dit souvent d'ailleurs que si on trouvait un océan assez grand, on pourrait la poser sur l'océan et la planète flotterait tout simplement sur l'océan. Donc ensuite, elle a ses anneaux. Alors, faut bien comprendre que les anneaux ne sont pas l'apanage de Saturne. Jupiter a des anneaux, Uranus a des anneaux et Neptune aussi. Toutes les planètes géantes, en fait. Les 4 planètes géantes ont des anneaux. Mais ceux de Saturne sont plus grands, plus fournis, plus denses et plus développés. C'est un peu un mystère. De toute façon, la formation des anneaux elle-même est un mystère. On ne sait pas si ça provient en fait de la formation de la planète ou si c'est un petit corps comme un satellite qui s'est cassé à côté de cette planète-là et qui a formé l'anneau. Ça, c'est pas très clair. Ce qu'on sait donc, c'est que c'est une planète qui a ses anneaux depuis a priori soit depuis sa formation, soit depuis plusieurs centaines de millions d'années. La taille des anneaux est très grande. Hein. Vous voyez que c'est minimum 2 fois la taille de Saturne, qui elle-même est de l'ordre de 10 fois la taille de la Terre. Voilà, c'est très grand. Par contre, ce n'est pas épais du tout. L'épaisseur des anneaux, proportionnellement, c'est plus petit l'épaisseur d'un disque vinyle, vous savez, les grands disques, même les compact disques, ces supports-là. On pense que c'est de l'ordre de la centaine de mètres, donc vraiment très petit comme épaisseur, par rapport à une taille qui fait de l'ordre du million de kilomètres en diamètre. Très très petit. De quoi c'est formé? Alors, Saturne est formé de gaz, principalement, que du gaz. Une planète de gaz, planète géante gazeuse, comme Jupiter. Donc, vous tombez dedans, vous n'arrivez pas à poser le sol sur une surface solide, vous tombez jusqu'au noyau s'il existe. Par contre, vous êtes écrasé pendant que vous tombez parce que la pression est très très forte. Et les anneaux, eux, eh bien, les anneaux, ils sont formés principalement de poussière, plus ou moins sale, c'est-à-dire soit c'est de l'eau glacée assez plutôt pure, soit il y a en plus de la poussière, du carbone, des molécules organiques, carbone, l'hydrogène, de l'oxygène, azote. Voilà. Et au sein de ces anneaux, vous avez aussi des satellites qui tournent. Certains sont à l'intérieur donc des anneaux, ils appellent les satellites bergers, d'ailleurs. Et puis, Saturne a aussi d'autres satellites qui sont en dehors de ces anneaux. Voilà. Ça, c'est donc ça, la photo précédente a été prise par Voyager en 1989. Là, vous avez la vision de Cassini, vous voyez que la résolution est meilleure sur la planète, prise en 2015. Vous voyez ici le pôle nord de Saturne dont on reparlera tout à l'heure. Et puis là, vous voyez des volutes, des petits nuages sur Saturne. Vous voyez probablement mieux ici. Là, vous avez une vision de Saturne de profil. Vous voyez que les anneaux sont très très fins. Là, vous voyez, hein, l'épaisseur des anneaux, elle est quasiment. On a l'impression que c'est un trait. Là, vous avez l'ombre des anneaux sur la planète Saturne. Et là, vous avez un volute, un peu comme Jupiter, mais évidemment sur Saturne, on en voit moins. On a l'impression que Saturne est plus homogène au niveau des couches nuageuses que Jupiter. Donc là, vous avez quand même un volute qui se dilue là, dans l'atmosphère de Saturne. Voilà, donc là, vous avez en fait l'image précédente que je vous ai montrée, c'était celle-là, celle du 25 février 2011. Et là, vous avez une série d'images prises par Cassini depuis le 5 décembre 2010, 2 janvier 2011, 25 février 2011, 22 avril, 18 mai et 12 juillet. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que, principalement, c'est que ici, il n'y a pas de volute. Là, il y a un volute qui commence à apparaître, qui se dilue, qui s'étale, et ensuite qui disparaît dans le reste des nuages de la planète Saturne. Voilà ici une image prise par Cassini, une très belle image qui est en fait Saturne vue
comme une éclipse, c'est-à-dire que le Soleil est derrière. Alors ça a l'avantage de cacher en fait la planète, c'est-à-dire que la planète en fait cache le Soleil. Euh, Par contre, ça fait apparaître tous les détails des anneaux. Et là, ce que vous voyez, c'est que les anneaux sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a des anneaux qui sont plutôt denses, d'autres qui sont plutôt dilués, qui vont laisser passer la lumière, certains qui la cachent. Voilà, on a vraiment différentes caractéristiques. Pour ça qu'on parle souvent des anneaux comme quelque chose qui est homogène. En fait, ça n'est pas du tout. C'est vraiment un corps qui est très, très divers dans sa nature, dans ses caractéristiques. Voilà une autre image ici, euh, qui est aussi très belle. Euh, et où vous retrouvez l'ombre de Saturne sur les anneaux, l'ombre des anneaux sur Saturne. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les anneaux oscillent un peu, c'est-à-dire un peu comme du hula hoop, si vous voulez. Là, donc, il y a une petite, on appelle ça une précession en fait, des anneaux. Et c'est ce qui veut dire que depuis la Terre, évidemment, c'est un satellite qui est en orbite autour de Saturne pour faire la photo. Et depuis la Terre, on voit des fois les anneaux assez clairement, c'est-à-dire comme s'ils sont inclinés. Et puis parfois, ils passent dans le plan de l'orbite terrestre. Et à ce moment-là, donc on ne les voit plus en fait. On voit Saturne ronde, quasiment sans anneaux. Voilà d'autres images. Donc là, vous avez Saturne, les anneaux. Vous voyez qu'il y a un petit anneau qui se trouve ici, là, qui est l'anneau lointain. Et là, vous avez un petit point. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce petit point? C'est le quiz du jour. C'est qui est là? Ce petit point. Ah, j'ai deux réponses. Et en effet, la bonne réponse, c'est que c'est la Terre. C'est la Terre qu'on voit ici. L'autre réponse était Titan, mais non, Titan, en fait, vu Saturne, c'est beaucoup plus gros, on verra tout à l'heure. Donc là, c'est en effet la Terre. Voilà. C'est en effet la Terre, et donc cette Terre se trouve à 1,5 milliard de kilomètres, donc très très loin, et c'est pour ça que vous la voyez toute petite, comme ça, à côté de Saturne. Voilà, et ça, c'est une image de Saturne qui est en fait assez émouvante pour la communauté scientifique, puisque c'est l'image de Saturne juste avant que la sonde Cassini ne plonge dans la planète. C'est-à-dire qu'à la fin de sa mission, on a décidé qu'au lieu qu'elle tombe dans les anneaux et qu'elle pollue les anneaux avec de la matière qui avait été fabriquée sur Terre, enfin qui avait été conçue sur Terre, eh bien, on a décidé qu'elle tombe dans la planète et du coup, avec la pression très forte qu'il y a dans la planète, la sonde serait fatalement détruite. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voici maintenant, je vous ai montré les aurores polaires de Jupiter. Ben voilà une aurore polaire de Saturne, vue par Cassini en 2015. Donc là, on retrouve les mêmes choses. Donc ça veut dire que de nouveau, il y a du champ magnétique sur la planète Saturne. Et ce champ magnétique, il crée donc des cornets, il crée un dipôle magnétique et des cornets polaires. Et le vent solaire arrive dans ces cornets et crée ces belles aurores polaires. Exactement comme sur la Terre, exactement comme sur Jupiter, c'est le même mécanisme avec excitation des atomes qui sont dans la haute atmosphère de Saturne et des excitations en libérant un photon de différentes couleurs en fonction de l'énergie associée. Là, vous avez une autre image très belle. Vous avez donc de nouveau les anneaux, l'ombre des anneaux sur la planète, l'ombre de la planète sur les anneaux. Vous avez les différentes couches ici colorées. Et là, vous avez l'aurore polaire, vous voyez en vert, qui se dégage sur cette couleur rouge de la planète. Donc maintenant qu'on est justement sur les aurores polaires, eh bien, vous vous souvenez, je vous avais montré une image. Je pense que c'était là. Et sur cette image, je vous avais dit, voilà, regardez le pôle. Vous voyez ici le pôle nord
de Saturne. Et en fait, il a une forme un petit peu bizarre. Vous voyez qu'ici, ça c'est rond, ça c'est rond. Et là, vous voyez que ce n'est pas rond. En fait, ça ressemble même à un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pentagone. Oui, il y en a peut-être un sixième qui traîne quelque part. Alors en fait, si je fais un zoom là-dessus, voilà, je vous ai montré l'aurore polaire tout à l'heure de Saturne. Voilà, l'aurore polaire. Et regardez maintenant ce qui se passe. Oui, en fait, c'est bien un hexagone, il m'en manquait bien tout à l'heure. En fait, quand on prend des images du pôle Nord, on a cette formation ici d'un hexagone et qui en fait est un ouragan. Là, vous voyez l'œil du cyclone ici dans ces quatre images-là. Et là, vous voyez d'autres ouragans en fait hein, ici, mais qui sont ronds. Sont ronds. Et là, par contre, vous voyez qu'il prend une forme hexagonale. En fait, il s'avère qu'un ouragan peut prendre plein de formes différentes, même sur Terre, s'il peut être assez grand, c'est-à-dire s'il peut s'étaler autant qu'il veut. Alors sur Terre, c'est compliqué parce qu'il y a les continents qui vont lui faire perdre sa puissance dès qu'il arrive dessus. Donc, du coup, il ne peut pas grandir énormément. Par contre, sur Saturne, comme il n'y a pas de continent, il peut grandir autant qu'il veut. Et donc, il peut prendre ces formes un peu étranges, comme là, cette forme hexagonale. Donc, il s'agit bien d'un ouragan qui a la forme d'un hexagone et qui se trouve au niveau du pôle Nord. Ça, c'est une image prise par Cassini en 2016. Et voici un zoom sur cet ouragan. Donc là, vous voyez l'œil du cyclone. Alors là, il ne faut même pas se trouver. Je pense qu'on a une vitesse de l'ordre de plus de 1000 km/h, une vitesse du vent. Évidemment, il n'y a personne en dessous, donc, heureusement. Mais vous avez, en fait, quand vous regardez, vous avez plein de petits cyclones partout. Tous ces petits tourbillons, là, c'est des petits cyclones. Et donc là, vous avez cette formation hexagonale que vous retrouvez autour de l'œil du cyclone. Donc là, il y a plusieurs images comme ça. Là, il y a un zoom. Ça, c'est un zoom sur l'œil du cyclone. C'est là qui fait plus de 1000 km/h. Vous pouvez imaginer les vents qu'on a à ce niveau-là. Et on retrouve aussi les petits ouragans dont je vous parlais, les petits tourbillons qui sont là. Voilà, il y en a un petit peu partout. Et donc cette formation-là, encore une fois, c'est une formation un petit peu étrange, mais qui est due au fait que l'ouragan a de la place pour s'étaler, il peut prendre la forme qu'il veut. Donc on peut, les météorologues disent qu'on pourrait avoir des ouragans hexagonaux sur Terre aussi, si ils avaient la place s'ils pouvaient prendre toute la place qu'ils voulaient sur la Terre. Voilà, et encore une image du cœur ici, de l'œil de cet ouragan. Vous voyez, là, ça a l'air d'être assez fort quand même comme vent, donc on n'a pas envie d'y être. Et alors là, c'est une image en plusieurs bandes. Donc là, vous voyez l'aurore polaire au-dessus de l'ouragan. Donc là, vous avez l'œil de l'ouragan. Là, c'est tout ça. Et là, vous avez l'aurore polaire au-dessus. Donc vous avez à la fois les particules énergétiques du Soleil là, qui arrivent sur cet ouragan-là et l'ouragan qui est en dessous. Et voici une dernière image en fait, de cet ouragan qui est en fait une série d'images où là, vous voyez même la progression de l'ouragan au fur et à mesure de la rotation de la planète. Donc, on voit en fait l'ouragan ici qui est en train de tourner. Et vous pouvez le voir peut-être plus facilement avec ce petit tourbillon qui est ici. Là, vous voyez qu'il se déplace au sein de cet ouragan. Vous voyez que c'est vraiment pas une structure qui est stable, hein, c'est une structure qui bouge et ça tourne aussi au centre ici. Voilà, donc on a quelques images comme ça qui ont été acquises par Cassini qui passaient au-dessus du pôle Nord. Donc, ce sont des très belles images. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sonde qui se trouve autour de Saturne, donc on n'a pas d'autres images. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est la prochaine fois qu'on ira voir Saturne, de comment sera cet ouragan. Est-ce qu'il aura augmenté, diminué? Quelle sera l'évolution? Un petit mot quand même sur les anneaux de Saturne. Donc là vous avez quelques anneaux, enfin en fait les anneaux. Alors les anneaux sont
au départ ont été numérotés, enfin nommés de l'extérieur à l'intérieur. Donc là, on a l'anneau A, l'anneau B, l'anneau C, l'anneau D. Et en fait, on s'est aperçu après coup qu'il y avait des anneaux qui étaient encore plus à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'après coup, on a nommé cet anneau F. Et vous voyez qu'il y a des divisions, une division de Colombo, une division de Maxwell, de Huygens, de Encke et de Kepler. Et en fait, ces divisions sont des endroits où il semble qu'il y ait un petit peu moins de matière. En fait, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a rien du tout comme matière. Il y a de la poussière, mais il y en a moins que dans d'autres régions. Ça, c'est vu par Cassini, par Cassini aussi. Et là, je vous montre un petit zoom sur une partie de l'anneau. Vous voyez ici donc cet anneau qui semble assez bien délimité. Et là, vous voyez comme une onde, comme une vague un peu. Et on pense que cette vague est une onde de gravitation qui est créée par cette satellite. Je vous avais dit qu'il y avait des satellites qu'on appelle bergers, qui sont des satellites à l'intérieur des anneaux. Et bien là, vous avez ce satellite qui, on pense, interagit gravitationnellement avec l'anneau, et c'est ce qui fait cette vague qui est en fait comme si la matière de l'anneau, de la poussière, était attirée par le satellite qui passe à ce moment-là. Ah, donc il y a une interaction gravitationnelle qui se fait comme ça. Et on pense d'ailleurs que la forme des anneaux est maintenue par la présence de satellites au cœur de ces anneaux de Saturne. Et ça, c'est peut-être une dernière image sur les anneaux de Saturne. C'est en fait une vision des anneaux avec, donc on est au-dessus des anneaux, le Soleil est quasiment dans le plan des anneaux, et là, regardez ce que vous découvrez sur le bord des anneaux ici. Vous découvrez comme des petits pics, un peu comme de la glace, vous savez, à la montagne. Il y a des petits pics ici, là. Et ces petits pics, on voit leur ombre là. Mais en fait, vous êtes vraiment, vous êtes au-dessus des anneaux, mais le soleil, lui, éclaire dans le plan. Et donc, vous voyez le bord des anneaux, qui est en fait, que vous découvrez grâce à l'ombre de ces petits pics. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des pics de glace, d'eau, donc de l'eau gelée, de la glace d'eau. Vous voyez des pics de glace, et ces pics de glace, vous les découvrez par leur ombre. Et tout le reste, c'est quoi? Ben, c'est de la glace d'eau aussi, mais qui est plus régulière. C'est le bord qui est plus irrégulier. Et dans ces anneaux-là, ce que vous découvrez aussi, c'est qu'il y a de la poussière. Donc des molécules organiques, il y a plein de choses qui sont présentes et qui, en fait, on peut dire, polluent, entre guillemets, la glace d'eau. Sinon, vous auriez un anneau uniquement formé de glace. Ce qui n'est pas le cas, c'est en fait de la glace, on va dire, sale. Voilà. Voilà sur Saturne. Moi, j'en ai fini sur Saturne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, tout va bien. Donc, je continue. Donc, voilà, je passe maintenant sur le satellite Titan. Titan, donc satellite de Saturne. Voilà une image qu'on peut avoir de Titan depuis la Terre. En fait, on se rend compte en prenant une photo de Titan que c'est un satellite qui a une atmosphère et une atmosphère principalement formée de méthane. Donc ça, c'est la meilleure image qu'on puisse avoir depuis la Terre. Ça, c'est une image qui a été acquise par Voyager, le satellite dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur Jupiter et sur Saturne. Ça, c'est une image prise de Titan. Et vous commencez à voir qu'il y a des structures ici, comme si on avait des lacs et des continents derrière l'atmosphère. Et voilà cette fois-ci une image prise par Cassini, beaucoup plus précise. Vous voyez en fait des continents, vous voyez des lacs, qui sont en fait des lacs de méthane liquide. Il faut rappeler que la température est faible, on est à moins 180 degrés. Donc c'est des lacs liquides de méthane. Et vous avez ici des cirrus, qui sont des cirrus de méthane gelé, qui se trouvent dans la haute atmosphère de Titan. Donc Titan, c'est le plus gros
satellite du système solaire. Son diamètre est de 5000 km, donc plus gros que la Lune. Et c'est le seul satellite qui possède une atmosphère dans le système solaire. Donc voilà, donc là, l'image que je vous ai montrée, c'est une image prise en infrarouge avec des lacs de méthane liquide. Vous voyez, il fait moins 180 degrés. En clair, c'est de la glace d'eau, tous ces continents-là. Et là, on a l'image de méthane. Et ici, je vous montre un petit rond. Ce rond, en fait, correspond à un endroit où la sonde, qui s'appelle Huygens, a atterri. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Ça, alors vous entendez un petit bruit. Ce bruit, c'est la poussière qui se trouve dans l'atmosphère de Titan qu'on entend, qui a été détectée par cette sonde Huygens. Alors, juste avant que je mette plus le bruit, en fait, Cassini avait aussi avec elle une autre sonde qui s'appelle Huygens, qui était destinée à tomber sur Titan et à plonger dans son atmosphère et à se poser sur le sol. Donc voilà, je relance ça maintenant. Donc, Huygens a plongé dans. Huygens, vous la voyez ici en vue d'artiste, hein, Huygens, Cassini, Saturne et Titan. Huygens a plongé dans l'atmosphère de Titan le 25 décembre 2004 et elle est descendue pendant 2h20 dans l'atmosphère du Titan. Donc là, vous avez une vue d'artiste où vous voyez le sol de Titan, vous voyez Huygens qui est ici ralenti par son parachute et vous voyez Cassini en fond avec Saturne en arrière-plan. Donc sa descente dans l'atmosphère, ça a pris une distance de 150 km. Ce que vous entendez actuellement, c'est c'est l'écho du radar. Le radar pour savoir à quelle distance la sonde se trouve du sol. Et en fait, cette distance diminuant, vous entendez que les sons se rapprochent. Et en fait, à un moment donné, eh bien, la sonde est tellement proche du sol que on entendra plus de son. C'est quand elle va se poser. Voilà, on a accéléré parce que ça a pris 2h20 en vrai. La sonde est restée ensuite 3 heures, on va dire opérationnelle à la surface, 1h10 vue par la sonde Cassini. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? Donc, elle a fait plein de mesures au fur et à mesure qu'elle traversait l'atmosphère. Et surtout, donc, elle a pris une photo du site d'atterrissage que vous voyez ici, cette photo-là sur la droite, avec qui montre en fait que elle est tombée sur un marécage peu profond, probablement asséché en été, avec une température mesurée très basse, hein, à moins 180 degrés. Donc il n'y a pas d'eau liquide, mais par contre il y a du sable et on voit des galets. Et la seule façon de faire des cailloux arrondis, c'est qu'à un moment donné, il y ait eu quelque chose qui les a roulés, donc un liquide qui les a roulés. Donc c'est des galets de glace d'eau qui ont été roulés par du méthane liquide. Donc le sol, il est mouillé par du méthane liquide. Il est riche en composés organiques et on pense que là, on est en fait dans le creux d'une rivière qui est asséchée, mais qui des fois contient du méthane liquide qui s'écoule. Donc c'est un sillon en creux. Peut-être que ça veut dire qu'il y a des fois du courant qui passe par là. Mais vous voyez, donc le premier plan, on est au fond de la rivière asséchée, et puis là, on est plutôt en dehors de cette rivière asséchée. Alors donc, quel est le modèle du Titan? Et je finirai sur cette diapositive. On pense qu'on a donc un noyau ferro-rocheux sur à peu près 2000 km. Et ensuite, on aurait une couche de glace. Après, on a un océan d'eau liquide, de l'eau salée, liquide, comme de l'eau salée, comme sur les océans terrestres. Et ensuite, on a une autre couche de glace sale. Et puis ensuite, on a cette surface dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des lacs de méthane et une atmosphère de méthane à moins 180 degrés. Donc, il faut imaginer vraiment tout un environnement avec des lacs de méthane, des nuages de méthane, des pluies de méthane, il fait moins 180 degrés. Au lieu d'avoir un cycle de l'eau, vous avez un cycle du méthane en fait sur Titan. Donc, ce qui est intéressant sur Titan, c'est cette atmosphère, cet océan de liquide. Donc, l'océan de liquide, ça veut dire qu'il fait plus que 0 degré. Hein. Et là, on peut imaginer que, pourquoi pas, de la vie
est plus développée puisque les conditions dans cet océan d'eau liquide sont les mêmes que les conditions que vous avez au fond des océans sur Terre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je continuerai sur le système solaire la prochaine fois. Est-ce que, tout d'abord, vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Ou tout va bien? C'est super clair. Non, pas de questions? Moi, c'est Allez-y. Hein. moi, c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire là tout de suite. Ouais. Les conditions dans l'océan liquide sur Titan sont les mêmes que dans nos océans à nous? Oui, alors oui, je suis peut-être passé un petit peu vite. Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que l'atmosphère ici, elle est à moins 180 degrés. C'est très très froid. C'est pour ça qu'on a du méthane liquide. Le méthane sur Terre, il est évidemment gazeux. Donc là, c'est liquide, c'est très froid. Par contre, vous allez ici, sous cette couche de glace là, dont je parlais, vous avez un océan qui, lui, est de l'eau liquide, donc de l'eau H2O liquide, de l'eau salée, comme les océans sur Terre. Et pour que ce soit liquide, c'est qu'il faut que ce soit à plus que 0 degré. Donc c'est exactement les mêmes conditions que dans nos océans. Quand vous êtes au fond des océans, vous avez une température de l'ordre de 3-4 degrés. Et imaginons que vous soyez à côté des évents hydrothermaux, c'est-à-dire là où il y a des failles, et vous avez une échappée magmatique, eh bien, vous pouvez avoir des températures très élevées, hein, jusqu'à 300 degrés au fond de l'océan, avec une grande pression. Et dans ces endroits-là, on trouve des bactéries. C'est pour ça que Titan est intéressant, parce qu'on peut tout à fait imaginer que dans ces océans d'eau liquide qu'il y a sous la surface, on peut imaginer une formation, une apparition éventuelle de formes de vie, soit qui est apparue dans le passé, soit qui pourrait même être encore présente maintenant. Donc en fait, on n'en sait rien, on n'a pas forêt et puis on n'est pas près de forêt, mais ça fait partie des objectifs prioritaires d'exploration. Et d'ailleurs, il y aura une autre mission, il y aura une mission d'exploration sur Titan avec un drone qui va se déplacer à plusieurs endroits, qui est prévu pour 2034. Pas tout de suite, mais voilà, Titan fait partie des corps du système solaire qu'on a envie de mieux étudier. Et donc voilà, les conditions en effet dans ces océans sont vraiment les mêmes, on pense, en tout cas on n'est jamais allé, hein, mais on pense que ce sont vraiment les mêmes que ce qu'on a sur la Terre, sur les océans terrestres, en tout cas au fond des océans terrestres, évidemment pas à la surface de l'océan, parce que là, les conditions sont très différentes, mais au fond des océans, ça a l'air d'être les mêmes conditions.